1943, Supermarine Aviation Works, Southampton. Le moteur Rolls-Royce Griffin venait de transformer le légendaire Spitfire en une bête incontrôlable. Près de 2000 chevaux vapeur de pure fureur qui tordaient l'avion comme un bouchon dans une bouteille, forçant les pilotes à combattre le manche juste pour voler droit. Chaque ingénieur en Grande-Bretagne savait que la solution devait être simple, éprouvée, fiable. Joseph Smith avait une idée différente. 2 hélices tournant en directions opposées sur le même arbre. Ses propres collègues l'appelaient stupide, un cauchemar mécanique, trop lourd, trop complexe, trop fragile pour le combat. Le ministère de la production aéronautique ne voulait rien avoir à faire avec la machine de Smith. Mais quand ce premier Spitfire modifié a décollé de la piste et a atteint 470 000 à l'heure sans une seule oscillation, quand les pilotes d'essai ont signalé une maniabilité si fluide qu'ils pourraient enfiler une aiguille dans un combat aérien, soudainement tout le monde voulait savoir comment l'idée la plus stupide d'un ingénieur était devenue le secret le plus mortel des Alliés. La pluie d'automne de 1943 tambourinait contre le toit du hangar à Supermarine Aviation Works. Chaque goutte marquait le temps que la Grande-Bretagne ne pouvait pas se permettre de perdre. À l'intérieur, sous l'éclairage industriel impitoyable, les mécaniciens travaillaient frénétiquement autour du fuselage élancé de ce qui aurait dû être l'arme la plus redoutable de la Royal Air Force. Le Spitfire Mark 21 représentait tout ce dont les Alliés avaient besoin. La vitesse, la puissance de feu et l'agilité légendaire qui avaient sauvé la Grande-Bretagne pendant les jours les plus sombres du Blitz. Mais quelque chose avait terriblement mal tourné. Le chef d'escadron James McKinnon s'extirpa du cockpit, sa combinaison de vol trempée de sueur malgré le froid d'octobre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il retirait ses gants de cuir. Non pas de peur, mais de l'épuisement physique pur de combattre 2000 chevaux vapeur de fureur, à peine contrôlés à travers le ciel du Hampshire. Le nouveau moteur Rolls-Royce Griffin avait transformé son bien-aimé Spitfire en quelque chose qui ressemblait plus à chevaucher un cheval qui se cabre qu'à piloter un avion. « Aussi mauvais ?» demanda l'ingénieur en chef Malcolm Whitfield, lisant déjà la réponse dans l'expression de McKinnon. « À 350 000 à l'heure, elle veut rouler à gauche si fort que j'ai presque mis en vrille, » répondit McKinnon, son accent écossais épais de frustration. Le couple de ce maudit grand moteur. C'est comme si l'hélice essayait de déchirer le nez complètement du fuselage au-dessus de 400 000 à l'heure. Oublie ça. Aucun pilote vivant ne pourrait la maintenir droite dans une situation de combat. Les chiffres peignaient un tableau sinistre. Le moteur Griffin 65 générait 1850 chevaux vapeur au niveau de la mer, près du double de celui du moteur Merlin original qui alimentait les variantes antérieures du Spitfire. Cette puissance brute aurait dû pousser l'avion au-delà de 470 000 à l'heure, le rendant plus rapide que n'importe quel chasseur allemand du ciel. Au lieu de cela, la massive réaction de couple, la force égale et opposée que Newton avait décrite des siècles plus tôt, tordait l'ensemble du fuselage avec une telle violence que les pilotes ne pouvaient pas maintenir un vol horizontal à des vitesses de combat. Whitfield passa sa main le long du moyeu de l'hélice, sentant la légère vibration qui ne s'arrêtait jamais complètement, même quand le moteur était arrêté. Le défi d'ingénierie était brutalement simple en concept, terriblement complexe en exécution. Chaque révolution de cette massive hélice à 4 pales générait une force rotationnelle qui essayait de faire tourner l'avion dans la direction opposée. À basse vitesse, les pilotes pouvaient compenser avec l'entrée du gouvernail et la force musculaire. Mais à mesure que la vitesse augmentait, les forces aérodynamiques amplifiaient le problème de façon exponentielle. Le résultat était un avion qui devenait progressivement plus dangereux à piloter, plus il allait vite. Exactement l'opposé de ce que le combat exigeait. Les Allemands ont le même problème avec leurs chasseurs haute puissance, dit Whitfield, bien que son ton ne portait aucun réconfort. Leur série Focke-Wulf 190 souffre de problèmes de couple similaires, mais ils ont appris à contourner cela avec l'entraînement des pilotes et les limitations tactiques. McKinnon secoua la tête vivement. Nous ne pouvons pas contourner la physique, Malcolm. Ce n'est pas une question de technique de pilotage ou de protocole d'entraînement. Aux vitesses que nous devons atteindre pour la supériorité aérienne sur l'Europe occidentale, cet avion est simplement impossible à piloter. Et si nous ne pouvons pas le résoudre, il n'avait pas besoin de terminer la phrase. Tout le monde dans ce hangar comprenait les enjeux. Le ministère de la production aéronautique avait déjà investi des millions de livres sterling dans le développement du moteur Griffin et la reconception du fuselage du Spitfire pour accueillir sa taille et son poids accru. Les calendriers de production prévoyaient des centaines de ces avions pour commencer à sortir des chaînes d'assemblage dans les mois à venir. La Royal Navy avait désespérément besoin de la variante navale, le Seafire, pour égaler les performances des chasseurs embarqués
débarqués américains dans le théâtre du Pacifique. L'échec n'était pas seulement un revers d'ingénierie. Il représentait un écart potentiellement catastrophique dans la puissance aérienne alliée à la phase la plus critique de la guerre. À 15 000 de distance dans le bureau encombré de Rolls Air Screws Limited, Joseph Smith était assis entouré de dessins techniques, de règles à calcul et de tasses de thé vides. Le concepteur en chef avait passé la semaine précédente à analyser les données des essais en vol du Spitfire en difficulté, cherchant une solution que ses collègues croyaient de plus en plus n'existait pas. Les approches conventionnelles avaient toutes échoué. L'augmentation de la taille du gouvernail ajoutait du poids et de la traînée sans résoudre le problème fondamental. La modification du montage du moteur pour réduire la transmission du couple affaiblissait la structure du fuselage. L'ajustement des angles des pales de l'hélice aidait marginalement mais créait de nouveaux problèmes d'efficacité et de vibration. La réputation de Smith dans l'industrie aéronautique était compliquée. À 42 ans, il possédait une compréhension intuitive de l'aérodynamique qui frôlait le génie, mais ces solutions frappaient souvent les ingénieurs plus conservateurs comme inutilement complexes ou impratiques. Il avait conçu des systèmes d'hélices pour Rolls-Royce qui repoussaient les limites de ce que la technologie de fabrication pouvait réaliser, gagnant un respect réticent pour leur performance et des critiques tout aussi vocales pour leurs défis de production. Ses collègues chez Rotol avaient appris à s'attendre à l'inattendu de Smith, bien que peu aient été préparés à ce qu'il proposa cet après-midi gris d'octobre. Le concept émergea de la compréhension de Smith du couple comme une force fondamentale plutôt qu'un problème à supprimer. Au lieu de combattre l'énorme énergie rotationnelle du moteur Griffin, il proposa de l'exploiter par un système d'hélices contra-rotatives. Deux hélices montées sur le même arbre mais tournant en directions opposées annuleraient la réaction de couple l'une de l'autre tout en fournissant une efficacité de poussée sans précédent. Les défis d'ingénierie étaient énormes. Le système nécessiterait une boîte de vitesse complexe pour entraîner les deux hélices à partir d'une seule sortie de moteur, ajoutant du poids et de la complexité mécanique à un avion déjà poussé aux limites de la conception structurelle. Les hélices contra-rotatives devraient être précisément équilibrées pour prévenir les vibrations catastrophiques, et l'ensemble de l'assemblage devrait résister aux énormes contraintes des manœuvres de combat. Plus important encore, le système devrait être suffisamment fiable pour la production de masse et la maintenance sur le terrain dans les conditions de guerre. Quand Smith a d'abord présenté ses dessins à l'équipe d'ingénierie de Rolls, la réponse a été immédiate et massivement négative. L'ingénieur principal Roper Morrison l'a appelé une machine de Rube Goldberg mécanique qui serait impossible à fabriquer en quantité. Le directeur de la production Charles Henley s'inquiétait de la pénalité de poids et des exigences de maintenance. L'ingénieur d'essai David Clark s'interrogeait sur la capacité du système à résister aux contraintes des opérations de porte-avions pour la variante navale Seafire. C'est simplement trop complexe, argumenta Morrison lors d'une réunion houleuse dans le bureau de Smith. Nous parlons essentiellement de construire deux systèmes d'hélices complets et de les faire fonctionner ensemble parfaitement. Les rapports de démultiplication seuls nécessiteront une fabrication de précision que nous pouvons à peine réaliser en temps de paix, encore moins avec les pressions de production en temps de guerre. Mais Smith avait fait ses calculs. Le système contra-rotatif serait en effet plus lourd qu'une hélice simple conventionnelle, environ 200 livres de plus, mais l'élimination de la réaction de couple permettrait à l'avion d'atteindre son plein potentiel de vitesse. Plus important encore, l'efficacité améliorée de l'hélice augmenterait réellement la poussée de près de 15%. Plus que compensant le poids supplémentaire, le Spitfire Mark 21 pourrait enfin devenir l'intercepteur de 470 000 à l'heure que la Royal Air Force avait désespérément besoin. À mesure que l'automne s'approfondissait en hiver, le débat sur la conception stupide de l'hélice de Smith déterminerait non seulement le sort de l'avion de chasse le plus célèbre de la Grande-Bretagne, mais l'équilibre de la puissance aérienne sur les champs de bataille de l'Europe et du Pacifique. La salle de réunion du ministère de la Production Aéronautique à Londres ressemblait plus à un tribunal qu'à une conférence d'ingénierie quand Smith arriva le matin du 15 novembre 1943. Autour de la table en acajou s'assirent certains des plus hauts responsables de l'aviation britannique, leur visage portant le poids d'une guerre qui avait déjà consommé 4 ans et ne montrait aucun signe de se terminer rapidement. Le maréchal de l'air Sir Wilfrid Freeman présidait la réunion avec l'efficacité sinistre d'un homme qui avait vu trop de conceptions d'avions prometteuses échouer quand elles étaient le plus nécessaires. « Monsieur Smith,
commença Freeman, sa voix portant l'autorité nette de la Royal Air Force. Nous avons examiné votre proposition pour ce système d'hélice contra-rotative. Je dois dire que la réaction initiale de notre personnel technique a été sceptique. Il fit un geste vers une pile de rapports qui semblait dominer le modeste dossier de dessin de Smith. Le consensus semble être que votre conception introduit une complexité inutile, précisément au moment où nous avons besoin de solutions éprouvées et fiables. Smith s'attendait à cette résistance, mais le cadre formel fit serrer sa gorge d'une énergie nerveuse. Ces hommes contrôlaient le sort de l'aviation britannique, et leur décision déterminerait si ces mois de calcul et ces nuits blanches avaient un sens au-delà d'un exercice académique. Monsieur, avec respect, je crois que la complexité du système est précisément ce qui le rend efficace. Nous n'ajoutons pas simplement des composants, nous résolvons fondamentalement le problème de couple qui a rendu le moteur Griffin inutilisable à des vitesses de combat. Le directeur du développement technique, Sir Roy Fedden, se pencha en avant, sa réputation en tant que l'un des concepteurs de moteurs les plus accomplis de la Grande-Bretagne, donnant du poids à son scepticisme. Monsieur Smith, votre proposition appelle un système de boîte de vitesse qui ferait de cet assemblage d'hélices le plus complexe jamais installé sur un avion de chasse. Nous parlons d'arbres contra-rotatifs, de réduction d'engrenages planétaires et de synchronisation de précision qui doit rester parfaite dans les conditions de combat. Les exigences de maintenance seules pourraient immobiliser des escadrons entiers. Les chiffres que Smith avait préparés racontaient une histoire différente. Mais il savait que les données brutes ne suffiraient pas à surmonter l'inertie institutionnelle. La complexité de la boîte de vitesse est gérable avec les tolérances de fabrication appropriées. De Havilland a déjà prouvé que les systèmes d'hélices complexes peuvent être produits en masse avec leur mécanisme à pas variable. Notre système utiliserait un train d'engrenage planétaire à 2 étages avec un rapport de réduction de 0,77 à 1 pour l'hélice avant et 0,62 à 1 pour l'arrière. Les vitesses de rotation différentielle seraient précisément calculées pour annuler le couple tout en maximisant l'efficacité de la poussée. Le groupe capitaine Peter Thornton, représentant les exigences opérationnelles, feuilleta un dossier de rapport de combat des théâtres méditerranéens et du Pacifique. Même si votre système fonctionne mécaniquement, monsieur Smith, nous nous inquiétons du poids et de l'équilibre. Le Mark 21 est déjà plus lourd que les variantes précédentes du Spitfire. L'ajout de 200 livres de machinerie d'hélice supplémentaire pourrait affecter les performances d'une manière que nous ne comprenons pas complètement. Smith avait anticipé cette objection et sorti ses calculs les plus soigneusement préparés. La pénalité de poids est réelle, monsieur, mais les gains de performance compensent largement. Nos estimations montrent une augmentation de poussée de 15% combinée à l'élimination complète de la réaction de couple. L'avion non seulement atteindrait sa vitesse de conception de 470 000 à l'heure, mais maintiendrait des caractéristiques de vol contrôlables sur toute la plage de vitesse. Les essais en vol actuels montrent que le Mark 21 devient progressivement dangereux au-dessus de 350 000 à l'heure. Notre système étendrait l'opération sur bien au-delà de 400. Ce que Smith n'a pas mentionné, c'était la pression croissante des rapports de renseignement sur le développement des avions allemands. Les interceptions ultra avaient révélé que Messerschmitt développait des variantes haute vitesse de leur chasseur à réaction MU-262, tandis que Focke-Wulf continuait à affiner leur série TA-152 haute altitude. Les Alliés avaient besoin de chaque avantage possible en vitesse et en maniabilité pour maintenir la supériorité aérienne sur l'Europe occidentale pendant l'invasion prévue. Freeman consulta ses notes, pesant clairement les risques techniques contre les nécessités opérationnelles. Votre proposition nécessiterait des modifications importantes aux chaînes de production existantes. Combien de temps faudrait-il pour développer un prototype fonctionnel ? En supposant que nous ayons autorisé le projet. 6 semaines pour la conception initiale de la boîte de vitesse et la fabrication, monsieur. 4 semaines supplémentaires pour la fabrication et l'équilibrage de l'hélice. Nous pourrions avoir une installation d'essai prête pour les essais en vol au début février. La confiance de Smith masquait les énormes défis techniques impliqués. Le système contra-rotatif nécessiterait une ingénierie de précision qui poussait les capacités de fabrication britanniques à leurs limites. Chaque hélice devrait être individuellement équilibrée à des tolérances mesurées en fractions de once. Tandis que la boîte de vitesse exigerait une précision de coupe d'engrenage normalement réservée au chronomètre marin, la salle devint silencieuse alors que les responsables absorbaient le calendrier. 6 mois s'étaient écoulés depuis les premiers essais en vol troublés du Mark 21 alimenté par Griffin et la pression des escadrons opérationnels augmentait. Les pilotes exigeaient des avions qui pouvaient égaler ou dépasser les performances des chasseurs allemands. Particulièrement à haute altitude,
où l'avantage de puissance des moteurs Griffin aurait dû être décisif. L'air Commodore Ralph Sorley, qui avait supervisé le développement des chasseurs tout au long de la bataille d'Angleterre, rompit finalement le silence. Monsieur Smith, votre réputation suggère que quand vous proposez quelque chose d'aussi peu conventionnel, cela vaut la peine d'être sérieusement considéré. Mais je dois demander directement, êtes-vous absolument certain que ce système fonctionnera? Nous ne pouvons pas nous permettre un autre programme de modification échoué. Smith rencontra le regain de Sorley directement. Monsieur, j'engage ma carrière là-dessus. La physique est solide, l'ingénierie est réalisable. Et les gains de performance sont exactement ce dont la Royal Air Force a besoin. Le Spitfire Mark 21 avec des hélices contra-rotatives sera le chasseur le plus rapide et le plus manœuvrable du monde. Cette affirmation audacieuse flottait dans l'air comme un défi. Freeman échangea des regards avec ses collègues, reconnaissant que la confiance de Smith portait le poids d'une véritable expertise technique. L'homme avait conçu des systèmes d'hélices pour certains des avions les plus réussis de la Grande-Bretagne, et son bilan suggérait que ces solutions non conventionnelles réussissaient souvent là où les approches traditionnelles échouaient. Très bien, dit finalement Freeman. Nous autoriserons un programme de développement limité, une installation de prototypes, des essais en vol complets et une évaluation complète des performances. Mais comprenez, monsieur Smith, si ce système échoue ou s'il retarde la production du Mark 21 ne serait-ce que d'un mois, les conséquences s'étendront bien au-delà de votre carrière. Alors que Smith rassemblait ses papiers et se préparait à partir, il sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules comme une couverture de plomb. Les prochains mois détermineraient si sa conception révolutionnaire révolutionnerait l'aviation de chasse ou deviendrait un autre conte édifiant sur les dangers de l'orgueil technique. De toute façon, l'héritage du Spitfire et peut-être l'issue des batailles aériennes au-dessus de l'Europe dépendait maintenant d'engrenages, d'arbres et d'hélices tournant dans des directions qui défiaient chaque hypothèse conventionnelle sur la conception d'aéronefs. La guerre n'attendrait pas la perfection, mais elle pourrait bien récompenser le type de pensée radicale qui transforme les idées impossibles en réalité sur le champ de bataille. La matinée du 23 février 1944 s'est levée grise et amère sur le terrain de Salisbury avec des vents soufflant en rafale jusqu'à 25 nœuds sur le terrain d'essai expérimental de Bosham Down. À l'intérieur du hangar 7, le Spitfire Mark 21 modifié était assis comme un alien mécanique parmi ses frères conventionnels. L'énorme assemblage d'hélices contra-rotatives dominant son nez avec une présence presque prédatrice. Les hélices jumelles, chacune de 11 pieds de diamètre, créait une illusion visuelle qui semblait défier les lois fondamentales de l'ingénierie aéronautique. Le chef d'escadron, pilote d'essai Jeffrey Wellham, s'approcha de l'aéronef avec l'attention minutieuse d'un homme qui comprenait qu'il était sur le point de risquer sa vie sur une théorie non éprouvée. À 24 ans, Wellham avait déjà survécu à 3 ans de vol de combat au-dessus de la Grande-Bretagne, de la France et de Malte, accumulant près de 800 heures dans diverses variantes du Spitfire. Sa réputation d'évaluation précise des aéronefs lui avait valu une affectation aux programmes les plus expérimentaux, mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à la complexité mécanique maintenant montée sur le nez du Spitfire numéro 2 série RK 958. Le système d'hélice contra-rotative représentait 6 mois d'ingénierie intensive par l'équipe de Smith chez ROL. L'hélice avant tournait dans le sens des aiguilles d'une montre à 1825 tours par minute, tandis que l'hélice arrière tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 1475 tours par minute. Entre elles se trouvait une boîte de vitesse pesant 193 livres, usinée selon des tolérances normalement réservées à l'horlogerie de précision. Chaque composant avait été équilibré à moins d'une demi-once, mais l'ensemble vibrait toujours avec une fréquence qui semblait pulseur à travers la cellule, comme un battement de cœur mécanique. L'ingénieur en chef des essais Michael Litko supervisa l'inspection avant le vol avec une énergie nerveuse qui infecta tout le monde dans le hangar. Les températures de la boîte de vitesse restaient dans les plages normales pendant les essais au sol. Il rapporta à Wellham, consultant un presse-papier épais de feuilles de données. La pression d'huile s'est maintenue à 60 livres par pouce carré dans toute la plage de puissance. Mais Jeffrey, nous voyons toujours des vibrations harmoniques à 1800 tours moteur par minute que nous ne pouvons pas entièrement expliquer. Wellham hocha la tête, passant sa main le long de l'assemblage du moyeu d'hélice. Le système semblait incroyablement complexe comparé à l'élégante simplicité des installations d'hélice uniques conventionnelles. Quel est notre profil de test? Approche conservatrice, répondit Litko.
Perco, monté à 8000 pieds, vol en palier à différents régimes de puissance, puis augmentation graduelle de vitesse jusqu'à 400 000 à l'heure si l'aéronef reste contrôlable. Nous sommes particulièrement intéressés par les caractéristiques de réaction de couple et toute qualité de maniabilité inhabituelle. Smith se tenait tranquille près de l'aile bâbord de l'aéronef, son visage ne trahissant aucune de l'anxiété qui l'avait tenu éveillé pendant la semaine précédente. La matinée représentait l'aboutissement de sa carrière professionnelle, mais elle portait aussi le potentiel d'une défaillance catastrophique qui pourrait mettre fin non seulement à sa réputation, mais à la vie de Wellham. Chaque calcul avait été vérifié et revérifié, chaque composant testé jusqu'aux limites de destruction. Pourtant, la conception d'aéronef restait autant un art qu'une science. Précisément à 9h15, Wellham s'attacha dans le cockpit familier du Spitfire, bien que le tableau de bord incluait maintenant des jauges supplémentaires pour surveiller le système d'hélice complexe. Température de l'huile moteur, pression d'huile de la boîte de vitesse, pas d'hélice avant, pas d'hélice arrière. Chaque paramètre nécessitait une attention constante pendant ce qui aurait dû être des opérations de vol de routine. Le moteur Rolls-Royce Griffin s'est allumé avec son grondement caractéristique profond, mais le son a été immédiatement modifié par les hélices contrarotatives en quelque chose d'entièrement nouveau. Au lieu de l'impulsion rythmique familière d'une seule hélice, les assemblages jumeaux créaient une harmonique complexe qui semblait vibrer à travers les os du pilote. Le contrôle au sol a autorisé Wellham au décollage à 9h32 et il a avancé les gaz avec un soin délibéré. Le Spitfire a commencé son roulage de décollage avec une douceur surprenante, les hélices contrarotatives éliminant la tendance familière à tourner à gauche que chaque pilote de Spitfire avait appris à contrecarrer avec une entrée de gouvernail droit. Pour la première fois en mois d'essai, le Mark 21 a suivi la ligne médiane de la piste sans correction constante du pilote. Le décollage s'est produit à 85 000 à l'heure, exactement comme prévu. Mais Wellham a immédiatement remarqué quelque chose qui n'allait pas. L'aéronef semblait mou en montée, nécessitant plus de puissance que prévu pour maintenir un taux de montée raisonnable. Le poids supplémentaire du système d'hélice affectait clairement les performances beaucoup plus gravement que les calculs de Smith ne l'avaient suggéré. Au moment où Wellham a atteint 5000 pieds, il utilisait presque la pleine puissance pour maintenir un taux de montée de 2000 pieds par minute. Performance qui aurait dû être facilement réalisable à 75% de puissance. Contrôle Boscom. Ceci est test 27, rapporta Wellham par radio. J'éprouve des exigences de puissance plus élevées que prévu pour les performances normales de montée. Demande d'autorisation de vol en palier à 6000 pieds pour l'évaluation de la maniabilité. La réponse crépita immédiatement dans ses écouteurs. Test 27. Vous êtes autorisé au vol en palier. Comment se comporte-t-elle ? Wellham réduisit la puissance au réglage de croisière et fut surpris par la réaction de l'aéronef. Malgré les problèmes de performance en montée, le Spitfire se sentait remarquablement stable en vol en palier. L'élimination de la réaction de couple avait transformé les caractéristiques de maniabilité de l'aéronef d'une manière qui allait bien au-delà du simple contrôle directionnel. Toute la cellule semblait plus solide, plus prévisible, comme si les hélices contrarotatives avaient d'une certaine manière apprivoisé l'énergie sauvage du moteur Griffin. À 300 000 à l'heure, l'aéronef qui avait précédemment tenté de rouler de manière incontrôlable volait maintenant avec la précision régulière d'un chasseur beaucoup plus petit et moins puissant. Wellham expérimenta des virages doux, des inclinaisons raides et des changements de direction rapides, découvrant que le Mark 21 réagissait avec une agilité qui semblait impossible pour un aéronef aussi grand et lourd. L'élimination de la réaction de couple avait restauré la maniabilité légendaire du Spitfire qui avait rendu le type célèbre pendant la bataille d'Angleterre. Mais quand Wellham avança les gaz vers la puissance maximale, les performances de l'aéronef devinrent véritablement alarmantes. Au lieu d'accélérer régulièrement vers sa vitesse maximale théorique, le Spitfire commença à vibrer avec une intensité croissante. À 370 000 à l'heure, toute la cellule tremblait si violemment que Wellham pouvait à peine lire ses instruments. Les hélices contrarotatives, conçues pour fonctionner en harmonie parfaite, semblaient créer des motifs d'interférence destructive qui menaçaient de déchirer l'aéronef. Contrôle Boscom, test 27, éprouvant une vibration sévère au-dessus de 370 000 à l'heure, rapporte à Wellham, sa voix tendue par la concentration alors qu'il réduisait la puissance pour contrôler le tremblement. Je reviens à la base pour un atterrissage d'urgence. L'approche d'atterrissage a révélé une autre caractéristique inattendue de l'aéronef modifié. Avec la puissance réduite au ralenti, le Spitfire descendait beaucoup plus rapidement que la normale.
nécessitant des ajustements de puissance constants pour maintenir la bonne trajectoire de descente. Le poids supplémentaire et les caractéristiques aérodynamiques modifiées du système d'hélice contrarotative avaient fondamentalement changé l'enveloppe de vol de l'aéronef d'une manière que l'équipe de Smith n'avait pas entièrement anticipée. Wellum toucha le sol à Botham Down après 43 minutes d'essai en vol. Son visage était sombre avec la connaissance que la conception révolutionnaire de Smith avait échoué son premier test crucial. Les hélices contrarotatives fonctionnaient comme annoncé pour éliminer la réaction de couple, mais elles avaient introduit de nouveaux problèmes qui pourraient s'avérer encore plus dangereux que les difficultés originales avec le moteur Griffin. Alors que les équipes au sol se précipitaient sur l'aéronef, vérifiant les dommages structurels causés par les vibrations sévères, Smith s'approcha de Wellum avec l'expression d'un homme regardant son œuvre de vie s'effondrer. Le rapport du pilote d'essai déterminerait si le projet d'hélice contrarotative continuerait ou rejoindrait la longue liste des innovations aériennes prometteuses qui n'ont jamais survécu à leur première rencontre avec la réalité. La réunion d'urgence s'est convoquée dans le hangar 7 2 heures après l'atterrissage de Wellum avec Smith face à un cercle d'ingénieurs, de pilotes d'essai et de responsables du ministère dont les expressions allaient de la déception à la colère à peine voilée. Le Spitfire modifié était assis silencieusement derrière eux, ses hélices contrarotatives maintenant immobiles, mais rayonnant toujours une aura de menace mécanique. L'air Commodore Sorley était descendu de Londres immédiatement après avoir reçu le rapport préliminaire de l'ITCO, et sa présence a transformé ce qui aurait dû être un débriefing technique en quelque chose ressemblant à une cour martiale. Le chef d'escadron Wellum Sorley a commencé, sa voix portant le poids de l'autorité institutionnelle. S'il vous plaît, donnez-nous votre évaluation complète des caractéristiques de performance de l'aéronef pendant le vol d'essai d'aujourd'hui. Wellum se tenait au garde à vous, bien que sa combinaison de vol portait encore des taches de sueur de la lutte avec un aéronef qui avait presque tremblé jusqu'à se désintégrer. Monsieur, les hélices contrarotatives ont complètement éliminé la réaction de couple pendant le décollage et le vol à basse vitesse. L'aéronef a suivi la ligne médiane de la piste sans entrée de gouvernail et la maniabilité en dessous de 300 000 à l'heure était exceptionnelle, peut-être la meilleure que j'ai expérimentée dans n'importe quelle variante du Spitfire. Un murmure de surprise parcourut les ingénieurs assemblés. Malgré la conclusion dramatique du vol, l'évaluation initiale de Wellum suggérait que le concept fondamental de Smith avait réussi à résoudre le problème principal du moteur Griffin. Cependant, continua Wellum, son ton devenant plus sombre. Au-dessus de 370 000 à l'heure, l'aéronef a éprouvé des vibrations sévères qui ont rendu les augmentations de vitesse supplémentaires impossibles. Toute la cellule tremblait si violemment que je craignais une défaillance structurelle. De plus, les performances de montée ont été considérablement dégradées. Nous avons nécessité presque la pleine puissance pour atteindre des taux de montée qui auraient dû être possibles à 75% de l'accélérateur. Smith sentit le poids de l'échec s'installer sur ses épaules comme une couverture de plomb. 6 mois de calcul, de précision de fabrication et de réputation professionnelle avaient produit un aéronef qui fonctionnait brillamment à basse vitesse mais devenait incontrôlable précisément quand la performance maximale était nécessaire. L'ironie était amère. Il avait résolu le problème de couple uniquement pour créer des problèmes de vibration qui étaient potentiellement plus dangereux que les difficultés originales. L'ingénieur en chef Litko consulta son presse-papier de données techniques, cherchant des explications qui pourraient sauver quelque chose du désastre du jour. Nos essais au sol ont montré des vibrations harmoniques à des régimes moteurs spécifiques, mais rien n'approchait la gravité que le chef d'escadron Wellum a expérimenté en vol. Les charges aérodynamiques à haute vitesse semblent exciter des résonances dans le système d'hélice que nous n'avions pas anticipé. Le directeur Fedin se pencha en avant, sa réputation de précision technique rendant ses questions particulièrement pointues. Monsieur Smith, vos calculs originaux supposaient vraisemblablement des forces aérodynamiques sur les assemblages d'hélices. Comment expliquez-vous cet écart entre les performances prédites et réelles? Smith avait passé les 2 heures précédentes à analyser la même question et sa réponse a révélé le défi fondamental de l'ingénierie aéronautique en temps de guerre. Monsieur, nos calculs étaient basés sur des essais statiques au sol et des données de soufflerie. L'interaction entre 2 hélices contrarotatives dans les conditions de vol réelles, particulièrement à haute vitesse aérienne, crée des phénomènes aérodynamiques extrêmement difficiles à prédire sans essai en vol réel. Les tourbillons de pointe d'hélice semblent créer des motifs d'interférence destructive qui n'étaient pas apparents dans notre travail de laboratoire. L'explication était techniquement exacte, mais offrait peu de réconfort aux responsables qui avaient investi des mois et des ressources considérables
dans la conception expérimentale de Smith. L'expression de l'ère Commodore Sorley suggérait qu'il calculait déjà les conséquences politiques d'un autre programme de modification d'aéronefs échoué. La question maintenant, dit Sorley d'un ton sinistre, est de savoir si ces problèmes peuvent être résolus dans un délai raisonnable, ou si nous devrions abandonner complètement cette approche et nous concentrer sur des solutions conventionnelles aux problèmes de couple du Griffin. Smith sentit sa carrière en équilibre, mais ses instincts d'ingénieur refusaient d'accepter la défaite sans explorer chaque solution possible. « Monsieur, je crois que les problèmes de vibration peuvent être résolus par des modifications à la conception des pales d'hélice et au calage de la boîte de vitesse. Le concept fondamental reste valide. Nous devons simplement éliminer l'interférence aérodynamique qui cause la résonance destructive. Le pilote d'essai Wellham, malgré avoir risqué sa vie dans le vol du matin, se trouva inopinément soutenant la position de Smith. Avec respect, monsieur, la maniabilité de l'aéronef en dessous de 370 000 à l'heure était remarquable. Si monsieur Smith peut résoudre le problème de vibration à haute vitesse, nous pourrions avoir un aéronef qui combine la puissance du Griffin avec des caractéristiques de maniabilité qui dépassent n'importe quel chasseur actuellement en service. La salle devint silencieuse, alors que les responsables pesaient les demandes concurrentes du perfectionnisme technique contre l'urgence opérationnelle. Les rapports de renseignement alliés indiquaient que les fabricants d'aéronefs allemands développaient rapidement de nouveaux chasseurs haute performance. Pendant que l'invasion de l'Europe occidentale, encore à plusieurs mois de distance, consommait déjà d'énormes ressources de planification, elle exigerait une supériorité aérienne absolue sur le champ de bataille. Smith voit le moment d'incertitude pour présenter sa solution proposée. L'analyse des vibrations suggère que le problème réside dans la relation entre les angles des pales de l'hélice et les vitesses de rotation. En ajustant les rapports de démultiplication pour modifier la différence de vitesse entre les hélices avant et arrière, nous pouvons décaler les fréquences harmoniques loin des points de résonance critiques. De plus, la modification de la distribution de la torsion des pales devrait réduire l'interaction des tourbillons de boue. Livke leva les yeux de ses calculs avec un optimisme prudent. Les modifications que décrit Monsieur Smith nécessiteraient environ 3 semaines de travail en atelier d'usinage et une autre semaine pour rééquilibrer l'ensemble du système. Nous pourrions avoir l'aéronef prêt pour les essais de deuxième phase vers la mi-mars. L'Air Commodore consulta soigneusement sa montre de poche, calculant clairement les délais par rapport aux priorités concurrentes. Le ministère de la Production aéronautique était sous une énorme pression pour livrer des aéronefs prêts au combat et chaque semaine consacrée à des modifications expérimentales retardait le déploiement des escadrons qui pourraient être désespérément nécessaires en Europe. « Smith, dit enfin Sorley, vous avez une dernière occasion de prouver votre système. Mais comprenez que cela représente la limite absolue de notre patience envers les approches expérimentales. Si le deuxième vol d'essai ne démontre pas des améliorations claires, nous abandonnerons entièrement le programme d'hélice contra-rotative et concentrerons nos ressources sur les méthodes conventionnelles de réduction du couple. Alors que la réunion se dispersait, Smith resta en arrière dans le hangar, fixant le Spitfire silencieux qui représentait à la fois sa plus grande réussite technique et son plus humiliant échec professionnel. L'aéronef semblait étonnamment ordinaire maintenant. C'était un système d'hélice révolutionnaire, juste une autre pièce de machinerie en attente de modification. Mais l'œil d'ingénieur de Smith pouvait déjà visualiser les changements nécessaires pour transformer son expérience partiellement réussie en l'arme gagnante de la guerre qu'il avait initialement envisagée. Les 3 prochaines semaines détermineraient si l'idée stupide de Joseph Smith révolutionnerait l'aviation de chasse ou deviendrait un conte d'avertissement sur les dangers de remettre en question la sagesse conventionnelle en temps de guerre. De toute façon, le sort de l'aéronef de chasse le plus célèbre de la Grande-Bretagne dépendait maintenant des rapports de démultiplication, des angles de pale et de la physique complexe des hélices tournantes que la plupart des pilotes ne se donnaient jamais la peine de comprendre. Dans l'obscurité croissante de la soirée de février, Smith commença à esquisser les modifications qui valideraient soit sa pensée radicale, soit terminerait sa carrière dans l'industrie aéronautique à jamais. La matinée du 18 mars 1944 apporta des cieux dégagés et des vents calmes à Boscombe Down. Des conditions qui semblaient presque trop parfaites pour ce que tout le monde comprenait être l'essai final du système d'hélice controversé de Smith. 3 semaines de modifications intensives avaient transformé l'ensemble contra-rotatif en quelque chose qui semblait subtilement différent de sa configuration d'origine. Bien que les changements fussent invisibles pour quiconque n'était pas intimement familier avec la géométrie des pales d'hélice et les rapports de boîte de vitesse, Smith avait passé des nuits blanches à recalculer chaque aspect du système,
en se concentrant particulièrement sur les fréquences harmoniques qui avaient presque détruit l'aéronef lors de son premier essai en vol. La solution résidait dans la modification de la relation de vitesse de rotation entre les deux hélices, passant de 1825 et 1475 tours par minute à une nouvelle configuration de 1700 et 500 tours par minute respectivement. La différence de vitesse plus proche décalerait les fréquences de résonance critique loin de la plage de fonctionnement normal de l'aéronef, tout en maintenant l'effet d'annulation du couple qui rendait le système précieux. De plus, l'équipe de Smith avait modifié la distribution de la torsion des pales sur les deux hélices, réduisant les changements d'angle agressifs près des extrémités qui contribuaient à la formation de tourbillons. Chaque pale présentait maintenant une transition plus progressive de la racine à l'extrémité, conçue pour minimiser l'interférence aérodynamique qui avait créé des vibrations destructrices à grande vitesse. Les modifications exigeaient de finir à la main chaque pale selon des tolérances mesurées en millièmes de pouce, un travail qui consomma 2 semaines d'artisanat minutieux. L'escadron Leader Whelm s'approcha du Spitfire modifié avec un optimisme prudent, tempéré par des souvenirs vivants de la conclusion violente de son vol précédent. L'aéronef semblait identique de loin, mais un examen attentif révélait les changements subtils qui pourraient le transformer d'une expérience dangereuse en une arme révolutionnaire. Les pales de l'hélice captaient la lumière du matin différemment, la géométrie révisée créant des motifs d'ombre qui semblaient d'une certaine manière plus intentionnels que la configuration d'origine. Les modifications de la boîte de vitesse ont été testées parfaitement lors du fonctionnement au sol. L'ingénieur en chef Leadgo a rapporté: bien que sa voix portât l'attention d'un homme qui comprenait que les essais au sol ne signifiaient rien jusqu'à ce qu'ils soient prouvés dans les conditions de vol réelles. Nous avons maintenu un fonctionnement stable sur toute la plage de puissance, sans les vibrations harmoniques qui ont affligé le système d'origine. Les températures d'huile sont restées dans les limites normales et les nouveaux rapports de démultiplication ont éliminé les fréquences de résonance que nous avons identifiées lors de l'analyse des défaillances. L'Air Commodore Sorley était revenu de Londres spécifiquement pour assister à ce deuxième essai, apportant avec lui un sentiment de finalité institutionnelle qui affectait tout le monde présent. Le ministère de la Production aéronautique ne pouvait pas se permettre de poursuivre indéfiniment les programmes expérimentaux, particulièrement quand les aéronefs conventionnels étaient désespérément nécessaires pour l'invasion anticipée de l'Europe. Ce vol déterminerait non seulement le sort du système d'hélice de Smith, mais potentiellement la direction future du développement des chasseurs britanniques. Précisément à 10h15, Whelm démarra le moteur Rolls-Royce Griffin et remarqua immédiatement des différences par rapport à l'essai précédent. Le son était subtilement différent. Toujours l'harmonique complexe créée par les hélices contrarotatives, mais d'une certaine manière plus contrôlée, moins agressive dans sa résonance mécanique. Les instruments du moteur affichaient des lectures normales alors qu'il augmentait la puissance pour le roulage et l'aéronef se déplaçait droit sans la légère vibration qui avait caractérisé le système d'origine, même pendant les opérations au sol. Le décollage à 10h28 révéla l'amélioration la plus spectaculaire. Alors que le vol précédent avait nécessité presque la pleine puissance pour obtenir des performances de montée acceptables, l'aéronef modifié montait maintenant à 2000 pieds par minute en utilisant seulement 80% de la puissance. La géométrie d'hélice révisée avait apparemment éliminé une grande partie de l'inefficacité aérodynamique qui avait affligé la conception d'origine, permettant à la puissance complète du moteur Griffin de se traduire en performance réelle de l'aéronef. Boscombe Control, test 27 montant à travers 8000 pieds, radiodiffusa Whelm, sa voix portant une excitation prudente. Les performances de montée sont considérablement améliorées par rapport à l'essai précédent. Les caractéristiques de maniabilité restent excellentes. Demande d'autorisation pour tester l'enveloppe de vitesse. La réponse vint immédiatement. Test 27. Vous êtes autorisé pour les essais de vitesse. Exercez une extrême prudence en approchant les zones de problème précédents. Whelm stabilisa le Spitfire à 10 000 pieds et commença son exploration prudente de la plage de vitesse qu'il avait presque tuée 3 semaines plus tôt. À 300 000 à l'heure, l'aéronef volait avec la précision lisse dont il se souvenait des meilleurs Spitfires conventionnels. À 350 000 à l'heure, toujours pas de vibrations inhabituelles ni d'anomalies de maniabilité. Alors que l'indicateur de vitesse dépassait 370 000 à l'heure, la vitesse à laquelle le système d'origine était devenu incontrôlable,
Whelm retint son souffle et attendit le tremblement violent qui l'avait forcé à revenir en urgence. Au lieu de cela, le Spitfire continua à accélérer en douceur. À 400 000 à l'heure, l'aéronef se sentait plus stable que la plupart des chasseurs à la moitié de cette vitesse. L'élimination de la réaction de couple combinée au problème de vibration résolu avait créé quelque chose de sans précédent en aviation. Un chasseur haute puissance qui devenait réellement plus contrôlable en approchant son enveloppe de performance maximale. Boscombe Control, test 27 a atteint 410 000 à l'heure sans caractéristique de maniabilité adverse, rapporta Whelm, sa voix portant maintenant une excitation véritable plutôt que de la prudence. L'aéronef est complètement stable et réactif. C'est une performance remarquable. Depuis la tour de contrôle, Smith observait à travers des jumelles son Spitfire modifié tracer des virages précis contre le ciel bleu du Hampshire. Les hélices contrarotatives transformant la puissance massive du moteur Griffin en vitesse et agilité qui semblait défier les lois de la physique aéronautique. Le site valida non seulement des mois de travail technique, mais sa conviction fondamentale que les approches conventionnelles étaient insuffisantes pour les défis de la guerre moderne. Whelm continua les essais pendant encore 25 minutes, explorant chaque aspect de l'enveloppe de performance de l'aéronef. Les piquets à grande vitesse révélèrent que le Spitfire pouvait dépasser 450 000 à l'heure dans une descente contrôlée, sans développer les problèmes de compressibilité qui affectaient de nombreux chasseurs haute performance. Les virages serrés à puissance maximale démontrèrent une maniabilité qui combinait l'agilité des variantes Spitfire antérieures avec la performance brute du moteur Griffin. L'atterrissage à 11h32, Whelm roula vers le hangar avec l'expression d'un pilote qui venait de vivre quelque chose de véritablement révolutionnaire. Alors qu'il arrêtait le moteur et sortait du cockpit, ses premières paroles aux ingénieurs et aux officiels assemblés portaient le poids de l'expertise professionnelle acquise au cours d'années de vol de combat. « Messieurs !» annonça Whelm, retirant son casque de vol et regardant directement Smith. Ce que vous avez créé n'est pas simplement un Spitfire amélioré, c'est le meilleur aéronef de chasse que j'ai jamais piloté. La combinaison de vitesse, de maniabilité et de contrôlabilité dépasse tout ce qui est actuellement en service dans n'importe quelle armée de l'air du monde. L'Air Commodore Sorley s'approcha de Smith avec une expression qui s'était transformée de l'autorité sceptique à une admiration réticente. L'essai en vol réussi avait validé non seulement l'approche technique, mais la décision stratégique de poursuivre des solutions non conventionnelles à des problèmes apparemment impossibles. Smith, dit formellement Sorley, je crois que des félicitations sont de mise. Votre système d'hélice contrarotatif a dépassé nos prédictions de performance les plus optimistes. La question maintenant est la rapidité avec laquelle nous pouvons commencer les modifications de production pour les escadrons opérationnels. Alors que le petit groupe d'ingénieurs et d'officiels se rassemblait autour du Spitfire modifié, Smith ressentit la satisfaction de la validation, tempérée par la conscience des énormes défis à venir. Prouver que son système fonctionnait n'était que le début. Transformer le succès expérimental en avantage sur le champ de bataille exigerait une précision de fabrication, une formation des pilotes et un soutien logistique à une échelle qui testerait la capacité industrielle de guerre de la Grande-Bretagne à ses limites. Mais pour ce moment, se tenant à côté de l'aéronef qui avait transformé son idée radicale en réalité démontrée, Smith se permit d'imaginer des Spitfires avec des hélices contrarotatives dominant les cieux au-dessus de l'Europe. Leur vitesse impossible et leur agilité fournissant la marge de supériorité qui pourrait déterminer l'issue de la guerre elle-même.